Vas-y, ça marche. Good. Bienvenue sur Bonne Réputation, le podcast où je décrypte les marques personnelles d'invités qui ont construit une autorité dans leur domaine d'expertise pour vous aider à construire la vôtre. Moi, c'est Mathieu, je suis coach en personal branding la journée, podcasteur la nuit. Dans cet épisode, on va passer au crible le travail incroyable de Benjamin de Moléens. Salut Benjamin. Salut Mathieu. Hello, hello. Merci beaucoup de venir au micro de Bonne Réputation. Petit portrait de toi que je suis allé prendre sur la manière dont tu te présentes, en tout cas sur les réseaux. Tu es éco-aventurier, conférencier, influenceur, le fondateur d'Expédition Zéro. Tu accompagnes des entreprises, les territoires et aussi acteurs du tourisme à faire évoluer leur imaginaire du voyage vers une pratique plus sportive et plus durable. Tu as une communauté que tu as construite au fil des années de plus de 100 000 personnes qui te suivent, donc une belle communauté. Et moi, ce que j'observe, ce que j'entends, c'est que, pour faire le parallèle avec ce que tu décris, c'est que beaucoup de gens veulent avoir un impact, veulent se battre pour des causes qui les dépassent, mais beaucoup ne savent pas comment faire, ni par où démarrer. Et voilà, comment faire quand on part de rien, comment on se positionne, comment ensuite on monte des projets concrets comme tu l'as fait, comment on va chercher des financements, comment on va gagner la confiance d'entreprise. Voilà, toi, tout ça, tu l'as fait. Et donc la question fil rouge que j'aimerais creuser dans cet épisode, c'est comprendre comment tu as fait pour construire un branding d'aventurier et devenir conférencier, influenceur climat qui a un impact réel sur les entreprises et les territoires. Mais avant d'aller sur toutes ces grandes questions, je t'ai peut-être présenté trop succinctement. En tout cas, je vais te laisser quand même te présenter toi et ton activité actuelle, si tu es d'accord. Ouais, carrément. Déjà, ravi d'être au micro de ton podcast. Merci de me recevoir. Trop chouette. Et effectivement, comme tu l'as bien résumé, moi j'ai lancé un projet qui s'appelle Expédition Zéro. Je l'ai lancé en mai 2020, juste après ce confinement. Ça me paraît déjà si loin maintenant, cette Ouais. période. Mais ça m'a marqué, comme pas mal le monde, et ça a, à l'époque en tout cas, un peu fait réfléchir les gens, la société, sur notre manière de vivre et de voyager. Et moi, j'ai été pris un peu dans cette vague de est-ce qu'il faudrait pas raconter une autre façon de vivre, une autre façon de voyager, tout aussi excitante, dépaysante, mais peut-être moins polluante, plus locale. Et c'est comme ça, à la fin du confinement, qu'est née cette envie de donner envie aux gens de voyager différemment en incarnant le message, en réalisant moi-même des projets, des aventures. Et ce qui me ressemble, c'est de l'aventure sportive itinérante. C'est ce qui me passionne depuis très longtemps. Et me dire que c'est à ce moment-là que je me suis dit, tiens, si je mettais cette passion au service de ma conviction. Et voilà. Et depuis 6 ans, je tisse cette toile-là. C'est pas quelque chose, cette image, ce positionnement, ça s'est pas fait du jour au lendemain. Mais en tout cas, ce positionnement Expédition Zéro, c'est depuis le confinement. Et avant ça, pour succinctement, enfin pour aller un peu plus loin sur la présentation, moi je suis breton. J'ai grandi sur les côtes du Morbihan, dans une famille nombreuse, passionnée d'aventure et de voyage. Et après, j'ai fait une école d'ingénieur, un double diplôme école commerce. Et j'ai toujours cherché dans mon parcours à voyager. Donc j'ai étudié en Europe, en Asie, j'ai travaillé en Afrique, aux États-Unis, dans la Silicon Valley notamment. Donc pas du tout bas carbone comme ce dont je fais la promotion aujourd'hui, mais toujours avec cette envie de voyager, de mettre mon professionnel au service de ma passion, à savoir la découverte. Et d'abord dans la tech, après j'ai quitté ce monde de la tech avec une première prise de conscience écologique en 2017 sur la pollution plastique. C'est ça qui a commencé à me faire basculer un peu dans cet univers de l'impact, on va dire. Avant, je travaillais dans la tech, rien à voir. Après, je pourrais donner les détails sur le déclic, les déclics que j'ai eus, mais c'est pas si c'est exactement le sujet du jour. Et là, j'ai cofondé d'abord un projet qui s'appelle Plastic Odyssey, un projet de tour du monde sur un navire pour lutter contre la pollution plastique. Tour du monde qui a duré 4 ans, qui vient d'être terminé. Moi, j'ai quitté le projet 3 ans après l'avoir cofondé, donc en 2019, mais le tour du monde, il vient de se finir.
Et donc moi, après avoir cofondé ce projet pendant 3 ans, je suis parti et est arrivé le confinement. Et c'est là que j'ai eu l'idée d'Expédition Zéro, ce que je fais aujourd'hui, à savoir éco-aventurier, conférencier autour voilà, du voyage sportif et bas carbone. Mm. Ok, ouais, toi tu veux contre. En fait, ce qui est assez intéressant dans, en tout cas, la description de ce que tu fais aujourd'hui, de ce que tu proposes, c'est qu'il y a une vision du monde à laquelle tu veux contribuer qui paraît quand même assez claire hein, quand tu dis que tu veux faire évoluer l'imaginaire des territoires, acteurs du tourisme, entreprises, vers un voyage plus durable qui intègre et aussi vers une pratique sportive plus durable. Ça, c'est hyper clair aujourd'hui, mais du coup, moi, je me dis que bah, là, oui, tu l'as construit dans le temps, ça fait 6 ans, ça ne rajeunit pas, le Covid, c'est déjà loin, tant mieux, mais aujourd'hui, tu as une communauté de plus de 100 000 personnes, j'ai vu que tu avais à peu près 40 000 sur LinkedIn, 40 000 sur Insta, probablement des gens qui te suivent en dehors de ces présences-là. Mais quand tu as démarré, du coup, est-ce que tu avais cette vision-là du monde très claire et surtout comment on démarre pour devenir éco-aventurier, conférencier et influenceur? Est-ce que tu aurais j'imagine qu'il y a eu plein de choses, mais est-ce que tu aurais les grandes étapes un peu en top lines euh, de comment tu as construit ça? Tu vois, même comment tu as construit tes réseaux. Je disais que aujourd'hui, tu es un peu pareil. D'ailleurs, c'est marrant, hein, tu as 40 000 sur Insta, 40 000 sur LinkedIn. Souvent, il y a des gens qui ont un fort déséquilibre parce qu'ils sont forts sur un réseau, par exemple. Toi, tu as l'air d'être bon sur les deux. Je suis curieux de savoir quelles ont été les grandes étapes, comment tu as fait en grandes étapes, puis on creusera peut-être sur certains points, tu vois. Ouais, ouais, carrément. C'est ça, ouais, moi c'est marrant, j'ai exactement la 39 300 plus précisément sur LinkedIn, 39 300 sur Insta et je dois avoir 26 000 sur Facebook, donc un peu moins, mais Ok. bon, ça, c'est vrai enfin, c'est très, très équilibré. Ouais, bah, T'étais à zéro, t'étais à zéro sur ces présences sociales. Enfin, tu démarrais vraiment de zéro quand tu t'y es mis il y a 6 ans. oui, oui, je démarrais de rien, de zéro. Ok, ok, Enfin non, de 200 copains sur Instagram, quoi. ok. Enfin, ouais, comme plein de gens. Moi, j'avais juste mes potes et c'était pas du tout un levier pour quoi que ce soit. Alors en fait, il y a eu plein de choses qui ont permis d'arriver à ça. Déjà, je pense que le sujet qui va revenir en fil rouge sur cette présentation, c'est que moi, c'est pas tant une stratégie agressive marketing. Je suis pas très là-dedans. Moi, ce qui m'a toujours été, ce qui a toujours été important et finalement ce qui a marché pour moi, c'est la cohérence. C'est un peu ce qu'on appelle la congruence, quoi. C'est qu'en gros, euh, moi, j'ai d'abord, avant de réfléchir modèle économique et visibilité, j'ai réfléchi passion, quoi. Genre passion et alignement avec mes valeurs, avec mes convictions, avec ce qui me fait vibrer. Et je me suis mis à fond sur, bah, moi, mon rêve depuis gamin, c'est d'être aventurier. Et je tire ce fil et je sais pas, tant pis si j'en vis pas, mais j'ai envie d'essayer quelque chose. Et en fait, de l'aventure aussi est née ma passion de la nature est née ma sensibilité à la protection de l'environnement, et j'ai tiré vachement fort ces fils de je veux défendre une cause, je veux vivre de ma passion. Et après, bah, vu que j'étais à fond dans le truc, ça a fini par générer de la communauté. Mais je me suis pas dit, tiens, il faut que j'ai une communauté, il faut que je machin, j'ai la dalle de marketing, de com. Non, moi, c'est juste, je suis passionné, j'ai envie de partager ma passion. Et c'est ça qui a généré de l'intérêt, j'imagine, sur les réseaux sociaux, dans les médias, et qui m'a constitué une communauté. Mais déjà, avant même Expédition Zéro, donc comme je l'ai dit, j'ai passé 3 ans cofondateur de Plastic Odyssey. Et Plastic Odyssey, c'est un projet médiatique avec une forte visibilité dans les médias, pas mal sur les réseaux sociaux, mais pas tant, mais quand même pas mal. Et donc, bah, j'ai cofondé ça, donc j'ai travaillé sur ces aspects-là pendant 3 ans. Ouais. Donc j'ai compris aussi des mécanismes, j'ai compris des choses. Nous, ce que j'ai compris, c'est qu'on était, tu vois, à Plastic Odyssey, on était 4 associés, donc dont 2 officiers de la marine marchande, Simon et Alexandre, et 2 ingénieurs ICAM, voilà, ingénieurs génie industriel, Bob et moi. Donc aucun profil com à la base, mais 4 gars avec une vision et un rêve de faire un tour du monde sur un navire, et que ce tour du monde ait un impact social et écologique. Et le sujet qui nous intéressait, c'était la pollution plastique.
Donc, grâce notamment à Simon, qui est le visage, on va dire, de ce projet, qui avait déjà un peu compris ces codes-là dans un autre projet dans lequel il était engagé avant, on a transformé ce récit en un outil marketing incroyable, puisque en quelques années, rien qu'avec notre discours, sans argent, ni budget com, ni agence, rien, on a quand même récupéré 10 millions d'euros de sponsoring. Ok. Il y a eu un film qui a été projeté au Grand Rex, il y a eu des followers un peu partout sur les réseaux, on a fait tous les médias, on a fait des énormes événements sur les toits de Paris, on a fait monter sur les toits des Galeries Lafayette à Paris, on a fait gruter notre prototype de bateau, on a fait venir Martin Solveig, on a fait des événements complètement ouf, alors qu'on n'était pas du tout des communicants, mais parce qu'on était passionnés, qu'on a su transformer notre expertise technique et notre passion en un discours marketing. Et ça, encore une fois, je trouve, ça vient surtout de la congruence, quoi. Ça vient du fait qu'on était tellement convaincus du truc, on avait tellement envie que ça marche, qu'on apporte quelque chose d'utile et que ça, en plus, ce soit un énorme kiff, que ça finit par payer, quoi, parce qu'on est Ouais. motivé. Donc ça, je pense que c'est vraiment le discours que je tiens depuis cette période-là, c'est fais ce qui te prend aux tripes, quoi, et tu deviendras bon communicant. C'est peut-être trop facile, mais pas loin, tu vois. Genre, tellement si ça t'anime. Alors bien sûr, ça c'est les paillettes et il y a des obstacles. Mais voilà. Et donc à travers ce projet Plastic Odyssey, moi j'ai appris comment on transforme une idée et un projet en un récit, en un narratif sexy. J'ai appris à faire des plaquettes commerciales, des dossiers de sponsoring basés là-dessus, à aller Simon était assez bon là-dedans, donc je voyais comment lui, il arrivait à se faire du réseau, il se débrouillait toujours pour se positionner un peu en expert du sujet plastique. On développait des expertises assez précises sur certains aspects, genre la spectroscopie qui permet de détecter quel type de plastique, ou sur la pyrolyse qui permet de transformer le plastique non recyclable en carburant. On a beaucoup bachoté les trucs, ce qui font qu'on a développé une sorte de légitimité, parce que moi j'ai remarqué aussi un truc, c'est que assez rapidement, dans n'importe quel domaine dans la vie dans laquelle tu t'investis, si tu t'investis vite, tu deviens vite meilleur que 99% de la population, en fait. Et donc, très vite, tu peux développer une forme d'expertise. Après, il y a le syndrome de l'imposteur, etc. Mais ce qui est sûr, c'est que finalement, il y a plein de gens qui sont un peu vite fait au courant, mais quand tu creuses un sujet et que tu es passionné, très vite, tu développes une expertise, surtout avec tout le savoir qui est à disposition aujourd'hui sur les réseaux sociaux, l'IA, l'Internet, etc. Et on s'est un peu positionné en tant qu'expert, ce qui a fait qu'on a fini par nous inviter à des conférences, donc à avoir de la légitimité, donc attirer des partenaires. Voilà, on avait un bon discours, peut-être il y avait un peu une bonne gueule. Simon, il présente bien. On avait un storytelling sympa, et on a su lever des fonds, on a su créer des communautés, etc. Donc moi, quand j'ai quitté cette aventure-là, j'avais déjà ce bagage-là. Ça, c'est important. Ouais. Je suis pas parti de zéro dans le sens où j'avais pas de communauté Expédition Zéro, mais j'avais toute cette compréhension de comment j'en avais créé un momentum et une communauté avec Plastic Odyssey. Voilà. Ça, c'est hyper important au tout début, quoi, d'avoir. Il y a quand même cette historique-là. Et donc après, en fait, moi, j'ai fait un peu une transition entre Plastic Odyssey et Expédition Zéro pendant 6 mois. J'ai fait une mission de conseil pour quelqu'un qui avait un projet un peu dans la même veine, qui s'appelait Alex Kaiserg, qui est un champion du monde de vitesse, recordman de vitesse de kitesurf. D'accord. Le record du monde de vitesse sur l'eau avec un kite, et qui a décidé de créer une boîte avec des mecs de la tech où il allait créer un engin sur foil un peu futuriste. Il allait battre le record du monde de vitesse de tout engin sur eau confondu, mais à la voile, quoi. Il voulait atteindre 150 km/h. Et en innovant pour ce projet-là, il s'était dit, on va faire tellement d'innovations pour ce projet-là que je vais forcément développer des innovations qui vont servir après dans l'industrie. Et donc, en fait, on va être une sorte de laboratoire, de bureau d'études pour CMA, CGM, pour je sais pas qui, pour améliorer leur coque, etc. Et en fait, le problème, c'est qu'il avait ce projet-là, mais il savait pas faire tout ce qu'on avait réussi, nous, à faire avec Plastic Odyssey. Et donc, moi, j'ai eu au culot, je lui ai dit, moi, j'ai appris à faire.
et je vais t'aider à le faire toi. Donc, je vais te former à transformer ce que tu viens de me raconter en un récit sexy. Bah voilà, hein, c'est ton métier, hein, le personal branding, tu vois. Je vais raconter ton histoire. Je vais t'aider à mieux la raconter sur les réseaux sociaux. Je vais t'aider à mieux la raconter. Et moi, mon positionnement, c'était moins à l'époque les réseaux sociaux, pardon, que la prise de parole en public. Ouais. Comment je me pointe devant une audience physique qui est devant moi, des investisseurs, des partenaires, et comment je les fais rêver avec voilà, Alex, je suis né là, j'ai eu un accident quand j'étais jeune, genre ça, tu utilises les émotions, le pathos, l'éthos, tous ces trucs-là. Et donc ça m'a fait une deuxième expérience vraiment utile où j'étais plus, c'était pas mon histoire, toujours pas, mais par contre je coachais quelqu'un, donc c'est encore un autre rôle que Plastic Odyssey où là on a cofondé ensemble une histoire. Là, je coach quelqu'un pour la faire. Et ça m'a permis d'arriver à la troisième étape qui était ma propre histoire Ouais. pendant le Covid, où là, je me suis dit, bon, maintenant, j'ai assez de confiance en moi, j'ai moins de syndrome de l'imposteur, peut-être que je peux construire et tisser une histoire autour de ma propre histoire, tout simplement. Et, euh, et en fait, c'est tout bête, hein, on était en Covid, il y avait plein de gens se posaient des questions sur le voyage. Moi, j'avais ma conjointe qui était déconfinée à 600 km de là où j'étais, donc j'étais en Bretagne, elle était en Normandie. Et je me suis dit, bah, en sortie de Covid, j'avais un peu la dalle, tu sais, c'était la période de déconfinement. Et je me suis dit, bah, plutôt que d'aller la rejoindre en voiture, je vais la rejoindre avec un vieux vélo qui était chez mes parents, que j'ai retapé dans un atelier à Lorient où c'était que du seconde main. Sur le chemin, je me suis mis à acheter zéro déchet. J'ai dit, ah, ça fait zéro déchet, zéro matériel neuf, zéro carbone, il y a un truc. En fait, j'ai testé, tu vois, vraiment avec mes 200 potes. C'est vraiment du preuve de concept, hein. C'est la technique d'abord commencer par la preuve de concept. Et en faisant ce petit trip, bah c'est en faisant ce voyage. Et c'est vraiment aussi le message qui est important pour moi, c'est en faisant. Moi, j'arrive pas trop dans la théorie. Il faut faire, il faut foutre les mains dans le cambouis direct. Sauf que sur des échelles un peu petites, tu vois, Plastic Odyssey, Mm. un tout petit bateau de 6 mètres qui était un proto qui nous a permis d'acheter un gros bateau de 40 mètres à 1,5 million. Bah là, je me suis dit, je vais faire un tout petit voyage à vélo Bretagne-Normandie de 5 jours avec un vélo un peu pourri, acheter 2-3 légumes en vrac et dormir sous tente. Et ça, c'est une super preuve. Je vais tester des choses. Et en arrivant chez elle, bah déjà, j'avais fait quelques stories, je connaissais pas trop le truc, j'ai vu que ça faisait marrer les gens, que mon concept des 3 0, zéro déchet, zéro matériel neuf, zéro empreinte carbone, ça parlait, ça touchait à plein de dimensions autour de l'écologie. Moi, ça me faisait vibrer parce que j'étais dans l'aventure, dans l'impact. Et en fait, grâce à ça, j'ai pu commencer à tisser ce discours que je tiens là, en mode, bah, ça va s'appeler Expédition Zéro, il y a les 3 0. Et au début, j'ai tout fait que sur un compte Instagram perso, tu vois, c'était mes copains, ils testaient, j'avais un peu des échos, ils trouvaient ça marrant, mon ton, mon positionnement. Je me suis dit, bon, j'ai un peu de thunes parce que c'était la période Covid et j'avais les aides du gouvernement, tu vois, donc c'était un peu mon Ok. sponsor avec les aides Covid, là, il y avait des petites aides pour les freelances. J'avais 6 mois d'aide grâce à ce petit Covid, là. Je me suis dit, bon, bah, pendant 6 mois, je vais faire, je sais pas pourquoi, je me suis dit, je vais faire une preuve de concept un peu plus longue. J'ai fait ce vélo plein, je vais faire rando montagne et il me fallait un truc aquatique, donc stand-up paddle aquatique. Je vais faire 3 voyages, je vais les raconter comme j'ai fait là. Et on verra si ça prend, si des médias s'y intéressent, si des gens sur les réseaux sociaux s'y intéressent. Bah, peut-être que je pourrais tisser le fil. Mais je savais pas du tout comment j'allais en vivre. Est-ce que ça allait vraiment être un métier ou juste une période de kiff de ma vie? Par contre, comme j'avais ce petit matelas financier, mais qui était vraiment pas gros, hein, je crois que j'avais 1 800 € d'aide par mois, ou même pas 1 500. Voilà, donc c'était un peu serré, mais je me suis dit, allez, je le tente. J'ai vu ça avec ma copine qui m'a dit, bon, allez, c'est bon. Elle m'a pas trop mis la pression. Elle m'a dit, tu peux y aller. Et j'ai fait ces 3 aventures, mer, terre enfin mer, plaine, montagne. Et en fait, là, pour faire grandir ma communauté, c'est ma copine qui m'a donné une technique à l'époque. Elle était directrice marketing dans une boîte, mais pour autant, elle avait pas fait elle-même, mais elle a pensé à un truc qui a trop bien marché pour moi. Ouais. C'est vraiment un truc que je pense qu'il y a pas grand monde qui a fait ça. Maintenant, je pense que ça marcherait plus, mais à l'époque, ça a cartonné. C'est qu'en fait, c'est quand même 2020, Instagram était déjà super présent, LinkedIn pas mal aussi. Il y a un truc qui était un peu en, comment on dit, désuétude, enfin en chute, c'est Facebook.
Ouais. Et c'est vrai que elle était dans un groupe Facebook de randonnée, tu vois. Genre, et un groupe, et les groupes Facebook, moi je connais pas très bien à l'époque, mais en fait les groupes Facebook, c'est du coup Facebook, c'est il y a des milliards de gens et les groupes, c'est quand même, il y en a potentiellement des énormes. Il y a le groupe, je sais pas, les passionnés de randonnée de Provence, tu vois. Et en fait là-dedans, Ouais. 100 000 personnes qui sont spécifiquement là pour ce sujet. Donc tu as une audience qui est ciblée, Ouais. tu vois. Et elle m'a dit, mais pourquoi tu mets pas un récit de 15-20 lignes de ton aventure avec 10 photos que tu racontes dans ces groupes? Et j'ai fait ça. J'ai fait ça dans 2-3 groupes et ça a buzzé dans les groupes. Et du coup, je me suis mis à, comment dire, à hacker tous ces groupes, à spoiler tous ces groupes. Je crois que j'ai partagé dans 300 ou 400 groupes. Euh, D'accord. je me suis ajouté à des 300 ou 400 groupes et j'ai partagé ce petit récit un peu comme un robot. Alors, je me suis fait bloquer dans certains groupes où ils ont dit, attends, bon, t'as déjà vu dans d'autres groupes, qu'est-ce que tu nous fais? Ouais. Mais j'ai tenté parce que je m'en foutais un peu. Et il y a des groupes comme ça, du jour au lendemain, je regardais, à la fin du post, je mettais rejoignez mon Insta. Et en fait, il y a des jours où je faisais plus 1000 followers, Ah oui, d'accord. et 0 followers, moi. Et tout d'un coup, je me suis retrouvé en 2 semaines à 8000 followers, comme ça, tu vois. Et grâce à ces partages dans les groupes et les posts dans les groupes, il y en a, ils faisaient 3000 likes, 300 commentaires, 1 million de vues. Enfin, c'était lunaire. Et alors que c'était Facebook, tu vois, j'aurais jamais pensé à ça. Aujourd'hui, je suis pas sûr que ça marche encore parce que c'est vraiment un peu dégringolé ces groupes Facebook, mais ça a été ma technique pour grandir, enfin, pour enclencher la dynamique réseaux sociaux pour moi. Voilà. Ok, ok. Et si on prend les grandes étapes sur 6 ans, merci beaucoup pour de donner le début. C'est toujours intéressant d'avoir le début. Est-ce que, alors sans rentrer dans les détails de chaque étape, hein, mais il y a eu des moments pivots, tu vois. Là, tu démarres. Est-ce qu'il y a des moments où tu chopes des entreprises? Est-ce qu'il y a des moments, enfin, ouais, est-ce qu'il y a des gros, si on découpe ça en, je sais pas, en 3 grandes phases, ce seraient lesquelles pour nous amener jusqu'à maintenant? Alors la première phase, c'est le passage. Je vais faire plus synthétique là. Je voulais vraiment. Ouais, mais c'est cool, non, et c'est important de savoir le comment on se lance, hein. C'était cool de Voilà. l'avoir parce que généralement, on se compare que à la personne de maintenant et les gens, ce qui les intéresse aussi, c'est au début, quoi. Ouais, c'est ça. Et et donc ouais, la première étape, ça a été la bascule. euh, Petit projet kiffant où je partage sur les réseaux à projet monétisé. Tu vois. Ok. Et ça, c'est arrivé assez vite, au bout de 6 mois. En fait, encore une fois, avec Plastic Odyssey, Oui. un de nos modèles, c'était les conférences. On était beaucoup invités en conférence et on s'est rendu compte que les boîtes étaient. Moi, je connaissais rien à l'univers des conférences, sauf qu'on s'est rendu compte que les boîtes payaient bien les conférences. Et donc, j'avais quand même un peu en coin. Tu vois, je disais, je savais pas trop comment me payer, mais j'avais quand même un peu dans le coin de ma tête que un modèle économique potentiel, c'était les conférences, et que j'avais déjà bossé les conférences avec Plastic Odyssey. Je m'étais mis un peu à prendre des cours d'art oratoire le soir. Ouais. Ça, c'était un peu, j'avais un peu déjà ça en tête, tu vois. Et au bout de 6 mois, après ces 3 aventures, j'ai juste un copain qui m'a dit, mec, c'est trop cool ce que tu fais. Moi, j'ai une petite boîte, on est 20. J'aimerais faire un moment inspirationnel en janvier pour mes équipes. Est-ce que ça te dit de venir raconter ça? Et là, j'ai dit, bah ouais, vas-y. Et je lui ai dit, mais je sais pas trop comment pricer ça. Et c'est un pote, c'était ma première, j'avais zéro légitimité, donc j'ai dit, bah ça te va 70 euros. J'avais Ok. dit, 70 euros, j'y connaissais que dalle, moi, tu vois. Et il m'a dit, bah ouais, vas-y, 70 euros, c'est normal qu'il ait dit oui. Mais en fait, je me suis quand même mis une énorme pression et j'ai créé une espèce de conf en me disant, bah, je vais raconter mon aventure, mais je vais essayer d'en tirer des éléments intéressants pour lui. Genre, qu'est-ce que je peux en tirer? Bah, moi, je parlais à travers mes voyages de comment changer sa façon de voyager pour aller vers moins d'impact carbone. Est-ce que je peux pas faire un parallèle à comment changer sa boîte pour aller vers moins d'impact carbone? Et j'ai Ouais. compris un truc comme ça avec. En fait, il me fallait un truc concret. Et cette étape a été hyper importante parce que j'avais enfin un client face à moi avec un mec prêt à me payer, même si c'était 70 balles, une audience réelle, donc pression, mais au moins une vraie échéance. Et moi, j'ai besoin de ça. Et en fait, j'ai fait cette petite conférence en janvier 2021, 70 balles, et ça m'a mis en confiance. Et je me souviens que lui, il a parlé de moi à quelqu'un d'autre qui m'a demandé une conférence. Donc là, je l'ai vendu 500 balles. Et après, j'ai Ouais. continué. Je me suis rebrandé sur LinkedIn
conférencier, pas juste éco-aventurier. Et en fait, dès 2021, j'ai fait 45 000 € de chiffre d'affaires de conférences. Tu vois. D'accord, ok. Ah ouais, En un ça a marché, quoi. Mhm. Ça a marché direct, quoi. Et en un an, quoi, c'est monté de 70 balles la première conf à 45 000 € de chiffre d'affaires de conf sur Ouais. l'année. J'imagine que tu devais communiquer déjà sur LinkedIn. Tu faisais pas plus que du Facebook ou Insta, là, tu communiquais aussi sur tes aventures sur LinkedIn. Oui, je me suis mis à faire des posts. Je communiquais pas tant sur LinkedIn, mais je faisais des posts résumés de mes aventures. Je Ouais. postais des photos de mes conférences et je faisais quelques posts. En fait, pareil, sur LinkedIn, j'ai fait quelques posts. Enfin, il y a toujours un peu différents types de posts. Tu connais très bien. Il y a le post storytelling, il y a le post mes projets, ce que je fais. Et j'ai fait 2-3 posts qui ont vraiment bien marché à ce moment-là sur des sujets de société. Ouais. Il semble-t-il qu'il y avait le film Don't Look Up qui était sorti Oui. cette année-là. J'ai fait un post dessus qui a dû faire 12 ou 13 000 likes. Enfin, j'ai halluciné. Et ça, évidemment, ça a amené énormément de trafic sur mon profil. Et finalement, j'ai pas trop prospecté grâce à ces 2-3 posts. J'ai eu énormément de demandes entrantes. Et bah, tu vois, tu tricotes. Je me suis positionné en tant qu'expert, alors que je n'étais pas forcément expert, mais en parallèle, je me suis formé à la fresque du climat. Je me suis formé, j'ai passé ma certification consultant bas carbone. En Ouais. fait, je me suis formé tout en disant que j'étais déjà formé. J'ai fait du fake it until you make it complet. Mais in fine, je baignais là-dedans et ça venait, quoi. Voilà. Ok, ok. Et donc, ok, merci pour. Enfin, c'est cool d'avoir un petit peu de tirer le fil. Toi, c'était vraiment les conférences qui t'ont permis ensuite de professionnaliser la chose. Pour résumer, puisqu'on était sur les réseaux, toi, tu t'es posé la question du choix. Tu sais, il y en a qui disaient est-ce que sur quoi je vais, LinkedIn, Insta, ou non, c'est venu naturellement, tu vois. C'est rare d'en avoir plusieurs en même temps. Euh, et je voudrais aller sur la question des formats. J'imagine comme tu es assez bon en personal branding, finalement, tu as dû peut-être différencier un peu. Mm. Tu vois, si on résume un peu tout le travail de tes contenus, des messages que tu donnes, est-ce qu'il y a un rationnel derrière les choix de LinkedIn et Insta et quelles sont les différences entre les messages ou tes objectifs sur LinkedIn et Insta? Parce que ça, je pense que les gens qui nous écoutent doivent se poser la question, bah oui, je vais où, quoi? Mm. Ouais, ouais, c'est sûr que c'est pas les mêmes attentes et les mêmes audiences, forcément. Moi, je me souviens pas exactement à quel point je me suis dit je vais choisir ces réseaux. Je pense que ça a été assez naturel dans le sens où j'étais sur ces réseaux. En fait, j'ai fait les réseaux que je consommais. Euh, Moi, je consommais du Insta, du Facebook et du LinkedIn. Donc aujourd'hui, c'est majoritairement là que je suis. Euh, donc, je crois que c'est mieux juste comme ça, tu vois. Genre, les réseaux que je consomme, c'est les réseaux que je vais mieux comprendre si j'influence, entre guillemets. J'ai mis beaucoup de temps à mettre mes premiers contenus sur YouTube Short ou TikTok et aujourd'hui, j'ai des micros de communauté là-dessus et je vais voir comment ça évoluera. Mais donc, pour le choix des réseaux, c'est ça, ma réponse. Et pour ouais, comment j'ai un peu structuré mes contenus par rapport aux réseaux. En fait, au début, je me souviens que j'y allais avec mes tripes. Moi, j'étais juste hyper heureux de partager mes émotions lors de ces aventures. Il s'est avéré que pour le jour sur une aventure, en fait, ce qui est pas mal quand tu as une aventure, c'est que ça te fait une base de contenu assez évidente. Ouais. Typiquement, je suis parti 30 jours marcher dans les Alpes. Eh ben, j'avais 30 jours. Déjà, tous les jours, j'avais un truc à raconter. Et il s'avère qu'il y avait un support qui était bien pour ça. C'était les stories Instagram, qui me demandaient pas trop de boulot parce que moi, pendant les 30 jours, je fais quand même, je marche 10 heures par jour. Tu vois, je suis la tête, enfin, je suis complètement KO le soir. À l'époque, je vois qu'il y en a qui sont capables de produire des réels le soir et tout. Moi, je faisais des stories, quoi. Mais du coup, Ouais. c'était du Instagram à fond. Et quand tu fais du Instagram, souvent, c'est dupliqué sur Facebook. Donc, en fait, pendant l'aventure, c'est du Instagram, du Instagram, du Instagram. Au début, c'était principalement de la story. Et à la fin, enfin, j'avais un peu une technique, c'est que je faisais un post. J'avais une obsession dans chaque aventure. C'est une photo de départ
Ouais. Moi, au début du trail, par exemple, une photo matos, ça c'était devenu un peu ma signature, tu vois? Je me posais allongé avec tout mon matos autour de moi, mon vélo, mes chaussures Ouais. de en fonction de l'aventure et une photo, un carrousel de photos émotions avec des beaux paysages, les animaux que je croise, les bivouacs et cetera et une photo sur mon zéro déchet, ma bouffe zéro déchet et une photo, photo finish, j'avais un peu ces photos-là et chaque photo, elle reprenait un de mes grands axes qui était le carbone, le zéro déchet, le zéro matériel neuf. Donc déjà, j'avais un peu ce squelette-là que j'ai construit et qui allait bien avec Instagram. Ça me donnait ce cadre. Donc ça, c'était vachement reposant intellectuellement de se dire j'ai Ouais. un cadre et je le copie-colle dans chaque aventure. Ça, je trouve c'est assez important. Toi, quand tu as compris un projet, bah, tu peux dupliquer le truc si ça marche, tu vois. Et après, ça, c'était pour Insta. Je faisais pas trop de réels à ce moment-là parce que c'était pas trop encore la mode et je maîtrisais pas, je maîtrisais un peu moins. Et pour LinkedIn, évidemment, j'ai adapté. Je faisais pas tous ces contenus-là, mais l'idée c'était plus de faire un post au début de départ, mais moins en mode très factuel. Je pars faire ça, ça, ça. C'était oui, je pars faire ça, ça, ça. Mais qu'est-ce que je vais donner comme message? Toi, j'ai vite compris que LinkedIn, fallait plus faire des grands messages de société, voire des parallèles avec les questions que peuvent se poser des entrepreneurs, des entrepreneuses, des entreprises. Donc, je raccrochais les wagons, donc je modifiais légèrement. Le squelette était à peu près le même Insta, LinkedIn, mais la finalité, on va dire le hook est à peu près le même, mais la finalité, c'est pas la même. Et je faisais sur LinkedIn beaucoup moins, c'est-à-dire entrée de l'aventure, fin de l'aventure. Et après, j'ai compris aussi que sur LinkedIn, il fallait faire des sujets de société au-delà de mes aventures et de mon petit ego, quoi. Et que ça, c'était un peu plus facile. Alors, pour l'instant, je restais très ancré. C'est mon journal de bord, quoi. C'est mon journal. Ouais. Donc, c'est un peu comme ça ma stratégie qui s'est dessinée, mais je dirais que c'est à l'expérience. C'est en me débrouillant comme je pouvais, en itérant, en me plantant, et non pas, j'avais pas un cahier des charges très clair, tu vois. Ouais, ok. Non, mais intéressant de savoir comment tu utilisais les deux réseaux différents. Et j'imagine que tes conférences venaient plutôt de LinkedIn que d'Insta, du coup. Enfin, tu vois, pour savoir un peu en termes d'acquisition, qu'est-ce qui marchait, vu que tu as les deux bien développés. Facebook aussi, d'ailleurs, les trois. Ouais, alors il y a eu de tout m'a rapporté des conférences, mais très clairement le majoritaire c'est LinkedIn. Euh, En tout cas, je sais pas dire à quel point les gens c'est parce qu'ils m'ont vu sur LinkedIn, mais souvent c'est par LinkedIn qu'ils me contactaient pour ce sujet Ok, de ok. conférence. Parce que ton modèle économique, c'est vrai qu'on a parlé des conférences, il était composé d'autres éléments. Enfin, Alors il est composé d'autres éléments aujourd'hui, Expédition Zéro. ouais, alors aujourd'hui, en fait là ces 2 dernières années, ça a pas mal bougé. Il y a eu une phase un peu compliquée et là je reviens dans une phase qui m'excite pas mal. Mais en tout cas, sur les 4 premières années, si on peut qui étaient très similaires en termes de structure et d'acquisition, euh, je dirais que sur les 4 premières années, j'étais quasiment à 80% de mes revenus qui venaient de la conférence et 20% qui venaient un peu de création de contenu. Donc, j'ai fait de la création de contenu sponsorisé, rémunéré. D'accord. J'ai fait des collabs avec c'était soit des marques type Decathlon sur la location de matériel, tu vois. Moi, Ouais. je valorisais un peu tout ce qui était modèle alternatif à l'achat neuf. Donc, des marques qui font du prêt, du reconditionné, de la location. J'ai fait des collabs payantes avec eux, mais c'était jamais des énormes chèques parce que j'ai pas une très grosse communauté, tu vois. Mais en tout cas, c'était une part de mes revenus. Et l'autre, sur la création de contenu, les autres clients, c'est les territoires. J'ai fait des collabs avec des stations de ski qui voulaient D'accord. valoriser, tu vois, d'autres activités que le ski alpin, comme l'observation des animaux, voilà, une nuit en igloo, des choses comme ça. Des collabs avec des territoires enfin, des vallées, des plaines, ou je sais pas, des départements, des régions qui veulent te faire faire des choses. Donc ça, c'est veut dire 15% de mon. Enfin, ça dépend des années. Il y a une année où j'ai eu pas mal de sponsoring, mais sinon, ça, c'est, on va dire, 15% de mes revenus, c'est D'accord. de la collab à l'influence. 80, c'est de la conf. Et il y avait 5%, c'était du sponsoring, sauf une année où le sponsoring il est monté à 15-20%. Et ça, j'ai été sponsor par la Maïf pendant 4 ans D'accord.
qui a créé une espèce de groupe d'éco-aventuriers qui soutenaient pour promouvoir ces valeurs du sport durable. Et par la région sud, tu vois, enfin par un territoire qui m'a pris comme ambassadeur du territoire vu que j'y habite. Et qui me faisait un contrat à l'année. Et donc ça, c'est du sponsoring. Le sponsoring, c'était plutôt le modèle qu'on avait chez Plastic Odyssey, des contrats annuels avec X contenu, X, enfin contrepartie, des confs, des logos, des machins. Et ça, je l'ai fait un petit peu, mais je le fais beaucoup moins maintenant. Donc ça, c'est un peu structuré, voilà, c'est un peu structuré comme ça, quoi. Ok. Ouais, et aujourd'hui, tu disais que ça avait pas mal bougé. Il y a toujours la conf ou il y a d'autres éléments dans ta galaxie de service? Ouais, alors en fait, après j'ai testé des trucs. En 2021, en parallèle de ça, j'ai créé un atelier de sensibilisation, D'accord. un atelier d'intelligence collective type fresque du climat, ou tu vois, d'automne, je sais pas si ça te parle ces ateliers, mais moi, avec une associée, donc je me suis associé avec quelqu'un là-dessus, on a créé un atelier qui s'appelle Déclic sur la sobriété, et ça, c'était un nouveau levier de business parce que on vendait des journées de séminaires avec conférences, ateliers, voilà. Mais ça, j'ai arrêté parce que c'était pas vraiment ce que je voulais faire. Finalement, c'est très sympa, mais c'est pas ce que je veux faire. Donc aujourd'hui, je suis recentré sur conf et création de contenu. Il n'y a pas de sponsoring, Ouais. il y a pas d'atelier. Je réfléchis aussi à faire un peu du coaching. On en a déjà parlé, comme ce que j'ai fait avec Alex Kaiserg, sur aider les gens à faire un peu ce que j'ai réussi à faire moi, sur de la prise de parole pas mal, sur aussi l'image de marque, mais dans ces sujets à impact. Mais aujourd'hui, c'est quand même encore pas mal conf et atelier, pardon, création de contenu. Mais ce qui s'est surtout passé depuis 2 ans, c'est qu'en fait, entre une histoire de séparation, donc un truc perso, une conjoncture compliquée sur les sujets écologiques avec un backlash écologique, moi un peu avec tout ça, un peu un essoufflement, j'ai surtout mon chiffre d'affaires qui a rétréci, j'ai eu moins de prestations, donc c'était une année un peu plus, une période un peu plus difficile, mais qui est intéressante aussi dans l'entrepreneuriat parce que c'est pas que de la croissance, l'entrepreneuriat. Enfin, pour certains, si, pour moi, c'est pas le cas. Et ça peut être des montagnes russes. Et là, il y avait un peu moins de business. Et là, je viens de signer deux contrats là, mais plutôt de la création de contenu. Donc là, je suis plutôt sur un D'accord. équilibre. 80 créations de contenu, 20 conférences, tu vois, j'ai inversé. Et Ou là, tu crées pour des marques, enfin, tu crées en partenariat avec des marques. ouais, là, je vais créer en partenariat avec des territoires, D'accord. vraiment pour valoriser à la fois c'est le sport, mais j'ouvre aussi au patrimoine, à des choses comme ça sur des territoires, pour l'instant en France. Et c'est de la création de contenu pur, c'est articles de blog, ce que j'ai créé un blog entre temps, donc articles de blog, post LinkedIn, post Facebook, post Instagram, mais je fais aussi un peu de photos, donc tu vois, je me diversifie, je fais de la photo HD, voilà, je diversifie un peu mes contreparties. Je vais au-delà de juste des réseaux sociaux parce qu'en fait, moi, mon but, c'est un peu de rééquilibrer et de pas avoir tous mes œufs dans le panier réseaux sociaux. Et je trouve que le blog, je pensais que c'était un peu has-been, mais en fait, ça intéresse vachement les territoires. Ok. Je bosse sur une newsletter aussi, ça tu connais, et je diversifie un peu. Et tout ça, ça rentre dans une offre création de contenu, quoi, pour les territoires. Et je suis aussi en train de bosser signer des contrats avec des marques pour la création de contenu. Je relance les conférences. Et là, je pense que je vais peut-être en 2027, parce que j'ai pas beaucoup réfléchi à la suite. Et enfin, j'ai un peu ma ligne, ma direction. 2027-2028, je vais proposer un nouveau gros projet mêlant aventure, bas carbone, sensibilisation, parce que je fais de moins en moins de promotion, mais plus de la vulgarisation et de la sensibilisation aux bonnes pratiques dans la nature pour pas que tu vois il y ait une surfréquentation et qu'on fasse n'importe quoi qui est un peu l'effet le Ouais, contre-coup de cette bien info. sûr, bien sûr. C'est qu'il y ait plein de gens qui débarquent et comme on a pu voir cet été dans les écrins, je sais pas, il y avait une photo qui était passée là-dessus, on voyait des centaines de Ouais. tentes, tu vois, de justement de me positionner plus sur la sensibilisation, le respect des règles, sur le démarketing, etc. Donc là, je suis en train de préparer un gros projet qui va s'appeler a priori l'Europe sauvage en train, où je vais aller un peu aux confins de l'Europe. Génial. Ouais, ça m'excite de ouf.
J'ai repéré des territoires. Je vais commencer en Roumanie, dans les Carpates. Je vais aller voir les ours là-bas. Je vais essayer de faire des trucs comme ça dans le nord de la Norvège, etc. Mais à chaque fois, l'idée, c'est d'y aller en train, de montrer le sauvage, qu'il y a encore du sauvage, de montrer que tout l'imaginaire qu'on peut avoir, qui nous amène d'habitude plutôt au Canada, aux États-Unis, un peu partout dans le monde, bah, il est en Europe et il est accessible en train. Et moi, je vais aller un peu explorer ça. J'ai repéré dans les Balkans, dans les Carpates, en Norvège, en Svalbard, dans le Caucase. Tu vois, j'ai envie d'aller un peu et tout ça rejoindre en train et construire tout un narratif autour de ça, sur la sensibilisation, sur le bas carbone et faire du contenu et du documentaire. Et là, pour le coup, je vais chercher du sponsor et je vais retourner, je Ouais. pense, un modèle un peu sponsoring comme j'avais avec Plastic Odyssey. Donc voilà un peu, là, j'ai tout balancé. Ouais. Ah, merci. Ouais. Modèle de consulting, modèle de sponsoring, modèle de création de contenu rémunéré, modèle de conférence. Pour boucler ce sujet, si tu es d'accord, est-ce que tu avais parlé de 70 € pour ta première conférence? Aujourd'hui, tes conférences, c'est quoi à peu près la fourchette de prix, tu vois, pour qu'on sache en 6 ans, si tu es Carrément. d'accord? Alors, bien sûr. C'est une conférence, je la vends entre 1500 € hors taxe, la conférence hors frais de transport et hébergement, et je suis déjà monté jusqu'à 5000 €. Ok. 5000 € une conférence. Ça, c'est vraiment pour les grands groupes sur des gros événements. De toute façon, les grilles des conférenciers, elles sont assez dues à la notoriété, hein, comme pour les influenceuses, influenceurs, et aussi sur leur parution, ce qui peut vachement aider, en tout cas, si les gens qui nous écoutent veulent se lancer dans ce domaine-là. Ce qui aide beaucoup, c'est de sortir un bouquin, ça fait monter, c'est Ouais. d'avoir, comme toi, un podcast à ses références. C'est ces à côté-là, une belle médiatisation. Ça, j'en ai pas parlé, mais il y a eu un autre gros booster dans mon parcours. J'ai eu deux gros moments, on pourra revenir là-dessus parce que c'est intéressant, je viens d'y penser. C'est que j'ai eu deux grosses périodes de projecteurs des médias traditionnels. Et ça m'a D'accord. donné beaucoup de notoriété et de crédibilité, et notamment de demande. Ouais. Donc, toute cette réputation-là, elle va augmenter votre tarif conférencier. Mais aujourd'hui, moi, ouais, c'est entre 1005 et 4005. Là, tu vois, je suis en train d'en signer une aujourd'hui à 3000, et c'est des tarifs tout à fait normaux. Même pour des gens assez réputés dans leur domaine, c'est même plutôt bas. Donc voilà, faut pas vendre ça 70 €, faut vendre ça plus. Parce que quand on vend une heure de conférence, en vérité, on vend pas une heure de conférence, on vend toutes des années de boulot pour avoir la réputation, la légitimité d'être devant ces gens pendant cette heure-là. Et après, moi, quand je fais une conférence d'une heure à l'autre bout de la France, ça me prend plus de 2 jours aller-retour, parce que j'y vais en train. Donc voilà, Ouais. en fait, c'est ça voilà, le positionnement tarifaire, il est plutôt là. Tu Ouais, merci de partager ça. Je pense qu'il y a pas mal de gens qui savent pas comment se pricer. Et tu vois, le sujet du prix de la conférence, là, j'ai la chance d'accompagner une double vice-championne olympique, enfin une femme qui est vice-championne olympique deux fois médaillée d'argent dans sa catégorie, et donc qui est encore active et qui donne des conférences puisqu'elle est femme, elle est maman, elle est championne. Donc, elle a plein de choses à raconter dans le monde de l'entreprise, et elle savait pas comment se pricer. vois. Et au début, elle se priçait trop bas aussi. Et maintenant, elle est à peu près dans les, euh, dans la fourchette que tu décris. Et elle a encore des gens qui lui disent t'es trop bas. Donc, ouais, non, c'est cool. Merci beaucoup pour le partage. Merci de partager aussi les faits que tu es dans un environnement où tu es dans une aventure où ton modèle économique il peut être changeant, qu'il y a des hauts et des bas aussi. Ça, peu de gens aiment en parler généralement. Et tu nous partages même tes futurs projets. Donc, c'est trop cool. On est un peu avec toi dans tout ce qui se passe, dans toutes les doutes que tu peux avoir, dans les incertitudes. Et donc, on voit que quand on voit de l'extérieur, LinkedIn, Insta, ça a l'air très simple finalement. Et quand on est avec toi dans ta tête et dans ce monde qui change, dans effectivement la thématique sur laquelle tu es, qui est moins poussée par les médias en ce moment, parce on pourra en reparler ça juste après. Les médias sont occupés à d'autres choses. Mm. Ça peut être compliqué. Tu as parlé, ouais. Dans tout ça, quels ont été, toi, tes plus gros challenges? Et s'il y a eu des clics, tes déclics associés à tes plus gros challenges depuis le début? Ouais, alors dans tout ça, je pense que mon plus gros challenge, très clairement,
c'est la régularité, sur les réseaux sociaux. Ça, c'est un de mes plus gros défis. La régularité et en gros, moi, je pense que c'est encore un de mes plus gros challenges, honnêtement. Il y a eu des déclics, il y a eu des rechutes, il y a eu voilà. Mais c'est sûr que, en fait, percer, c'est pas le plus dur. Le plus dur, c'est rester, c'est de se maintenir, quoi. C'est un peu comme les sportifs et sportifs de haut niveau, hein. Percer, c'est pas le plus dur. Rester, faire du Ronaldo, être au top pendant 20 ans, c'est clairement ce qu'il y a de plus dur. Et là-dessus, il n'y a pas trop de secret, hein. C'est la rigueur, c'est la discipline, c'est la régularité. Et moi, face aux réseaux sociaux, j'ai encore du mal à garder cette rigueur, cette discipline, parce que les réseaux sociaux, c'est très complexe. En tout cas, moi, je le vis de manière assez complexe, parce que c'est quelque chose de addictif, de malsain en termes Ouais. d'ego, de confiance en soi, de dopamine, de tout ça. Enfin, on sait comment c'est bâti et c'est pas bâti d'une manière, c'est bâti complètement comme une addiction. Et donc moi j'ai eu des grosses phases de rejet des réseaux sociaux pendant cette période, mais en même temps je suis dans quelque chose de très schizophrène, comme tous ces métiers de communicants et de communicantes. C'est que les réseaux sociaux, à la fois, je le rejette sur plein d'aspects, mais à la fois sans eux, je suis mort. Donc, se pose la question de qu'est-ce que je fais de ça? Est-ce que j'abandonne tout ça pour faire un métier qui n'a rien à voir? Mais in fine, moi, être aventurier et partager mes convictions et ma passion, c'est ce qui me fait le plus vibrer dans la vie. Or, je peux pas vraiment le faire sans les réseaux sociaux, assis avec des bouquins, les médias traditionnels, mais comme tu le dis, déjà, ils sont occupés à autre chose. Et honnêtement, l'attention des gens, on sait tous que l'économie de l'attention aujourd'hui est sur les réseaux sociaux. Donc, il faut composer avec ça. Et composer avec ça, c'est mon plus grand défi de très loin sur ces dernières années. Je trouvais qu'au début, c'était pas trop dur parce que j'étais Ouais. tellement un peu innocent, c'était nouveau, c'était excitant. J'ai vraiment pris les réseaux sociaux, surtout à l'époque où c'était beaucoup des stories, l'algorithme il était plutôt équilibré, je trouvais, chez Instagram, entre stories, posts réels, il n'y avait pas trop les réels. Et il y avait quelque chose de... Moi, j'ai vraiment pris les stories comme mon journal de bord, mon petit truc intime, et j'avais l'impression que les gens, c'était les gens qui lisaient mon journal, les gens d'ailleurs me disaient tous, ouais, on te suit un peu comme un épisode, on préfère regarder tes stories le soir qu'un épisode, tellement on adore, parce que c'était mon intimité, mais je me sentais hyper à l'aise avec le truc, c'était naturel. Donc pendant quelques années, ça marchait, machin. Et en fait, l'algorithme, il a évolué, Instagram a voulu concurrencer TikTok et il s'est dit, eh ben, en fait, maintenant, c'est que les réels qui vont marcher, tu vois. Ouais. Et là, bah, ça demande du montage, ça demande beaucoup plus de technicité. Il y a une concurrence qui a explosé. Moi, je pense et tant mieux, entre guillemets, sur le créneau bas carbone, tant mieux. Mais c'est sûr que moi, en 2020, des gens qui faisaient de l'aventure bas carbone, il n'y en avait pas beaucoup, quoi. Là, maintenant, il y en a pléthore. Et bah, il faut être plus créatif, il faut avoir des meilleurs outils, il faut être vachement réactif. Et l'algorithme est de plus en plus exigeant sur ta régularité, sur ton engagement, ta réactivité. Et ça, moi, c'est aussi ça où j'ai lâché il y a 2 ans et qui a fait que j'ai eu une grosse perte de chiffre d'affaires et de confiance en moi. C'est que j'ai décroché, j'allais pas bien personnellement. Donc, j'arrivais plus à aller bien, j'arrivais plus à me vendre parce que moi-même, j'avais plus trop confiance en moi. Donc, comment renvoyer une image bah, positive, pleine d'énergie, Hmm. heureuse, alors que bah, j'arrivais pas à mentir. Il y en a qui arrivent à faire poker face, moi je savais pas faire. Et du coup, j'ai décroché et j'ai aussi accepté. Alors, j'ai pas le rythme d'avant, on va dire tout ça, mais aujourd'hui, je suis beaucoup plus détaché déjà sur la performance de mes contenus. Je me sens beaucoup plus apaisé si ça plante et je sais que mon reach est beaucoup moins bon qu'avant, mais je trouve qu'il est en train de reprendre. Mais j'ai mis du temps. Tu vois, j'ai mis du temps à accepter et j'ai accepté que ça prenne du temps. Ça, c'est hyper important, je trouve. Ça dépend des personnalités, hein. Moi, ma personnalité, c'est que bon, bah, je préférais attendre, même si quitte à perdre du chiffre d'affaires, j'avais besoin de me protéger, entre guillemets, parce que je pense que c'est le grand danger de tout ça, hein, c'est de se perdre là-dedans, c'est d'être malade, hyper mal parce qu'on marche pas aussi bien qu'avant, Hmm. c'est de se comparer à mort. Et j'ai accepté de prendre du recul, quoi. Je suis désolé, j'avais... Ah, je vais chanter une petite chanson pour faire interlude. Ah, mais si tu es appelé et que tu avais mis en ne pas déranger, ça veut dire que c'est un numéro favori qui t'appelle. Et donc, c'est peut-être important. Non, j'ai mis avion, mais
Bon, là, j'ai coupé mon téléphone. Il y a plus de... C'était un appel hyper urgent. Je voudrais pas qu'on soit responsable de. Non, non. Non, mais merci de partager ça. Juste pour que les gens se rendent compte, en fait, tu étais sur juste Insta ou LinkedIn ou les deux. Tu étais sur, en gros, quelle volumétrie par semaine? Est-ce qu'on parlait de 2, 3 ou 10 posts par semaine? Et versus maintenant, tu es sur quelle volumétrie? Tu disais que tu étais sur un nouveau cycle un peu plus sain. Alors, moi, sur LinkedIn, j'étais à non, j'étais pas à un truc énorme. J'étais à, je pense, en moyenne à un post semaine. Et sur Instagram, Facebook, je faisais une story, au minimum une story jour, et je devais être à peu près sur un post semaine, voire Ok. entre les. En fait, pendant les aventures, au bout de 2-3 ans, je produisais beaucoup pendant les aventures. C'était assez en dents de scie, c'est-à-dire pendant les aventures, je produisais peut-être 6-7 posts pendant l'aventure, qui peut durer 1, 2, 3 semaines, tu vois, donc pas mal. Et après, pendant un mois, je pouvais peut-être faire deux posts, tu vois. Donc c'était pas énorme, mais en fait, moi, pendant quasiment un an, en 2024, j'ai quasiment pas posté, en fait. Tu vois, Ok. genre, Ouais. j'étais sur un rythme une fois par mois, quoi. Genre, et c'était douloureux, quoi. Et aujourd'hui, je suis retourné sur un rythme où je remets des stories, des machins. Je trouve que je suis en train de rattraper mon rythme d'avant. Voilà. Je suis pas encore là-bas, mais je suis en train de retrouver à peu près. J'y suis pas encore, mais je suis en train de retrouver ce rythme-là. Ouais. Hmm. Et alors, il y a un truc qui m'interpelle, moi, c'est la question un peu de la dissonance perso. Tu vois, moi, j'ai aussi cette dissonance de. Moi, déjà, j'aime bien le vivons heureux, vivons caché. Hein. J'aime pas trop. Hmm. Et puis, ben, j'adore la nature, tu vois, être dehors, courir, je fais du trail. Et ben, dans mon métier, je suis amené à passer 10 heures par jour devant un écran et puis à aider les gens à communiquer et moi-même à communiquer sur les réseaux. Donc, c'est une énorme dissonance que personnellement, je dois gérer au quotidien. Et j'ai pas trouvé la solution encore, même si mentalement, on peut trouver l'équation et se dire oui, oui, mais le message, enfin voilà, c'est important, c'est juste un outil. Toi, comment tu gères cette charge mentale liée au réseau, vu que tu as l'air d'être passé aussi par là, par des phases? Et par exemple, quand tu es en aventure à vélo, euh, mais qu'il y a une nécessité de visibilité, enfin, j'ai vu, je suis allé parcourir ton Insta que, ouais, effectivement, à des moments, bah, tu es tout seul et donc littéralement, bah, tous les jours, tu es sur Insta. Comment tu gères le fait d'être en même temps le rêve d'aventurier, tu es dans la nature, tu vas voir les ours, etc. Et en même temps, tu es sur Insta, quoi. Tu es sur ton vélo. Et d'ailleurs, c'était bien, hein, c'est super bien fait. Sur ton vélo, en train de parler aux gens, en train d'être connecté, enfin, d'être déconnecté du réel et de la nature pour être connecté à Insta. Comment tu gères ça, quoi? Bah, c'est ce que j'ai dit. Alors moi aussi, j'ai cette dissonance et j'ai pas tout résolu. C'est clairement compliqué. Mais c'est ce que j'ai dit. Moi, j'ai vraiment pris pendant ces aventures, je prends vraiment mon téléphone comme mon journal de bord. Et ça, c'est très fun, tu vois. Genre, c'est-à-dire que j'écris pas de journal. Du coup, je vis vraiment. En fait, à l'époque, je faisais ça en story. Maintenant, je fais ça plutôt en réel, donc résumé. Mais je voulais que mes stories racontent. C'était du suivi follow me, quoi, suivi quotidien. Tu vois. Et en fait, cette approche où je réfléchis pas trop à un hook, à une structure un peu originale dans l'air du temps, etc., mais plus en mode bah, mon journal au quotidien, fait que le téléphone il s'intègre assez bien, tu vois, à l'aventure. Ok. Je suis hyper content de dire ah, attends là il y a un ours, bon j'en vois pas tous les jours des ours, mais il y a un animal, là il y a une difficulté machin. Et en fait je le vis assez bien. Et puis comme je suis à la fois dans la performance, donc c'est sûr que je fais des trucs un peu poussés sportivement, donc c'est compliqué d'avoir du temps pour faire du contenu, mais je suis pas non plus dans l'ultra performance. Tu vois, moi aussi j'aime le trail et tout, mais je fais pas de contenu quand je fais des courses. Là, quand je fais du trail autonome, c'est du trail aventure, donc j'ai quand même un Ouais, peu de moment, je m'autorise de m'arrêter pour faire un contenu et il n'y a pas bien de, sûr. j'ai pas un concurrent derrière moi qui va me griller, tu vois, genre j'ai pas mon temps pour mon ego, je m'en fous un peu, tu vois. Donc en aventure, j'ai quand même un peu plus de liberté sur mon organisation, mais c'est clair que parfois je me suis retrouvé à être assis dans l'herbe au milieu d'un chemin pendant 2 heures à écrire un texte parce que je voulais sortir ce contenu à ce moment-là et à sortir la tête de mon téléphone et à réaliser que j'étais au milieu d'une vallée perdue seule et que ça faisait 2 heures que j'avais la tête dans mon téléphone à écrire. Ouais.
contenu. Et c'est waouh, c'est une espèce de décalage un peu lunaire, mais ça fait partie de mon contrat que je signe avec moi-même, quoi. Je suis là, mais c'est pas que du kiff. C'est aussi pour passer mon message. Et comme mon message, c'est pas juste raconter mes aventures, mais c'est, vas-y les gars, j'ai tellement envie de porter, de changer l'imaginaire, de contribuer à une cause qui va au-delà de moi. Bah, je le vois un peu comme une mission, en fait. Donc, je trouve qu'il y a du sens et que le téléphone, il devient vraiment un outil, en fait. Sans les réseaux sociaux, malheureusement, on touche pas grand monde, quoi. Et les gens regardent que désolé du terme, mais que des conneries. Donc, j'ai un peu un sentiment il y a une utilité publique à que je dédie ce temps pendant mon aventure à mon téléphone, à mes réseaux. Et dans ce cas-là, je suis beaucoup plus en paix avec l'acte de créer, de diffuser. C'est un peu plus compliqué dans le quotidien quand je suis pas en aventure, parce que j'ai l'impression plus de me forcer, alors que je trouve que c'est plus intégré quand je suis sur le terrain, quoi. C'est Hmm. ça paraît un peu étonnant, mais c'est comme ça que ça se passe chez moi. Mmh. Et comment, tout à l'heure, tu disais que bah, en ce moment, l'actualité fait que l'état du monde, les dirigeants, en tout cas, beaucoup de choses qui se passent et qui sont juste des éléments de contexte global. Il y a un contexte global qui fait que globalement, il y a moins de place dans l'espace médiatique à l'écologie. Il y en avait déjà pas beaucoup, malheureusement, mais là, depuis 2 ans, je trouve que c'est terrible. C'est carrément ouais, du backlash, enfin, de la non-présence ou du backlash quoi, écologique. Et comment on fait pour composer quand sa thématique, elle est moins dans la tendance, tu vois? Comment? Alors c'est clair que on va pas se mentir, je parle à tous les gens de enfin tous les gens non, je connais pas mal de gens évidemment dans cet écosystème et c'est très clairement une période difficile. Il y a eu une première phase un peu de désespoir, d'envie ou de sentiment d'abandon, en fait, et c'est toute la stratégie d'un Trump, hein, il appelle ça full the zone with shit, et c'est de tellement Ouais. inonder l'espace médiatique, de le saturer de trucs complètement what the fuck, en fait, bah, tout passe et tout paraît, et l'écologie du coup a plus aucun sens, enfin, et plein d'autres sujets, mais et en fait, moi, cette phase-là, elle était assez dure un peu chute vertigineuse. Je pense que je m'étais pas assez mis à l'abri en diversifiant un peu mieux mon positionnement. J'étais obsédé et très militant dans l'écologie, alors qu'en vérité, au fond, mon sujet, il est pas que tant de l'écologie, c'est aussi du bien-être, de la santé mentale, tu vois, la nature, tout ce que ça t'apporte, il y a plein d'autres aspects, il y a d'autres fils que je peux tirer et ça, je l'avais pas trop anticipé. Donc, je pense qu'une première technique, c'est de comprendre un peu quels sont les fils potentiels autour de notre sujet qui font qu'en fonction de l'actualité, du contexte, quand on est très actualité dépendant comme l'écologie, bah, on peut peut-être aller se rattacher ou tirer plus ou moins un fil qu'un autre, ce qui fait que bah, si le fil bas carbone il s'effondre totalement, il y a quand même encore le fil santé mentale, etc. Donc moi je dis il faut un peu, tu vois, faire attention à pas être trop spécialiste, même si c'est toujours bien de l'être, d'être assez calé, mais voilà. Donc pour moi, ça c'est un peu une technique, mais que je commence à développer aujourd'hui, que j'ai mis du temps à réaliser, et il a fallu que je prenne une bonne claque. Et effectivement, c'est sûr, parfois ça paraît dérisoire face à ce qui se passe dans le monde, etc. On se dit, mais personne n'a le temps de s'intéresser à son empreinte carbone quand on ne sait pas si demain il y en a un qui va appuyer sur le bon bouton nucléaire, qu'à côté il y a je sais pas quoi, machin. Moi, je me suis un peu recentré sur le local ces derniers temps. Ok. Tu vas me dire, bon, le monde, en fait, il part tellement en cacahuète. Il y a quand même plein de choses qui ont infusé chez nous ces dernières années avec l'écologie. Et il y a, tu vois, une inertie, et j'ai remarqué qu'il y avait quand même une inertie intéressante. Autant les entreprises, là où je suis un peu critique sur le privé, c'est que le vent il tourne très vite, tu vois. Les budgets RSE, ils ont fondu, etc. Autant sur le public, les territoires et tout, leurs stratégies, elles sont plus long terme et ils sont assez attachés ils sont encore dans des plans bas carbone de promotion de leur territoire, machin. Il y a une inertie plus longue, donc ils sont encore largement là-dedans. Et je trouve qu'ils sont moins actualité dépendants, tu vois. Ils vont un peu, et je trouve que je reviens à des territoires. Je voulais un peu me disperser à un moment, bosser avec des boîtes internationales, etc. Ouais. J'aime bien à faire des collabs avec des territoires très locaux. Et eux, voilà, ils avancent plus lentement, mais en tout cas, ils avancent de manière plus durable. Et il y a plein de choses à faire avec eux. C'est des sujets qui sont encore totalement d'actualité dans leur cahier des charges et dans leur feuille de route.
Donc, il y a des choses à faire, quoi. Voilà. Ça m'amène juste à une question un peu complémentaire, mais qui est une question que beaucoup de gens se posent sur, dans leur carrière professionnelle, deux, quand ils se mettent à travailler leur personal branding ou leur réputation, avec tout ce que tu as construit et d'un point de vue pro en termes d'expertise et aussi avec ta marque, ta réputation, quels sont aujourd'hui tes actifs transférables, tu vois, à d'autres projets, à d'autres... La question, un piège. Non, franchement, c'est pas pour le piège en Non, plus. c'est pas Hein. piège, mais la question piège pour moi, qui est une très bonne question, hyper pertinente. Effectivement, je pense que j'ai pas beaucoup d'actifs, et ça, c'est ce dont je me suis rendu compte. C'est-à-dire que ma marque est très Benjamin dépendante. Et Ok, ma marque, intéressant. mais j'ai pas. En gros, je pense que je l'ai bien vu il y a 2 ans, quand j'allais moins bien. C'est tout le projet Expédition Zéro qui s'écroule un peu. J'avais essayé, tu vois, avec l'atelier Déclic et mon associé, on a créé un atelier pour lequel on a formé des gens qui avaient un droit d'usage, donc on récoltait des fees, des royalties. Ok. Donc ça nous donnait un modèle qui ne dépendait pas entièrement de nous. Mais en fait, je me sentais, tout se passe très bien dans ce domaine-là, mais j'avais pas envie de faire ça forcément. Et c'est sûr qu'aujourd'hui, moi, j'ai une marque qui fait que la marque, c'est quand même beaucoup moi. Hein. C'est pas vraiment Expédition Zéro, c'est Ben Expédition Zéro. Je vends un conférencier, donc je vends voilà, ma personnalité, mon jus de cerveau, tout ça. C'est pareil pour la création de contenu. Et j'ai plein de potentielles voies pour sortir de cette personal brand, de cette brand personnelle, que je sais pas comment on dit. Typiquement, créer une agence de voyage qui fait du bas carbone. Ouais. Là, je suis en train de regarder aussi pour me former en tant qu'accompagnateur moyenne montagne et créer des stages. Tu vois, j'ai cet aspect-là. J'ai l'aspect petite académie, prise de parole, etc. J'ai pensé à ces choses-là. J'ai l'aspect atelier. Enfin, j'ai des différents vecteurs, mais aujourd'hui, je pourrais pas forcément l'expliquer, mais je pense quand même que c'est parce que j'aime beaucoup aussi mon indépendance, tu vois, j'aime aussi beaucoup ma flexibilité, la liberté que tout ça me donne, et que je crois que je reste quand même très attaché malgré le vieilli à ma passion absolue pour être aventurier, qui a toujours été mon plus grand rêve. Euh, je reste quand même encore sur ce modèle où le produit c'est moi. Donc je peux pas te dire que j'ai vraiment d'actifs, mais j'en ai des potentiels. Tu vois, là j'ai les droits de diffusion de mes documentaires, ce genre de choses. Mm. Il y a l'écriture d'un livre qui peut t'amener des royalties, tout ça. C'est pas énorme, mais ça fait des compléments et ça fait des matelas. Je le vois plus comme des matelas, ces actifs, que un truc que je vais pouvoir un jour revendre. En tout cas, pas sur ce projet-là. J'ai d'autres idées de boîtes à terme où je peux revendre et avoir un actif plus fort. Là, c'est plus du produit dérivé. J'en suis là pour l'instant. Ok, mais hyper intéressant. C'est vrai que tu soulignes la dépendance à toi, de ta marque à toi. C'est le problème d'une marque personnelle, c'est qu'elle est, c'est que elle dépend de la personne normalement. Et d'ailleurs, c'est plutôt bien parce que ça veut dire que c'est quand même ta vraie marque personnelle, que ça part de toi. Après, moi, les choses telles que je le vois là quand on échange, si tu redémarres un autre projet, que ce soit une agence ou autre, tu pars pas quand même de zéro en termes d'audience. Et demain, c'est quand même cool d'avoir un peu de poids pour lancer un projet, et juste le fait de se rebrander, peut-être avoir plus rapidement, même si ça nécessite un travail de pivot, de positionnement, tu as quand même un actif, ton audience, et puis voilà, potentiellement avoir plus vite des opportunités, ça c'est pas mal. Mais C'est quand vrai. même le savoir-faire aussi, entre tous les projets depuis Plastic Odyssey à maintenant, de juste savoir créer un narratif et développer une marque et communiquer, ça c'est un bel actif aussi, parce que je pense que même si les algorithmes changent, les machins, il y a quand même des gros sujets de fond qui transcendent l'évolution des algos, et la partie technique, c'est savoir partir d'une idée et aller la transmettre, quoi. Ça c'est assez incroyable. Ça, je pense, c'est un savoir-faire presque artisanal qui est un actif, quoi.
T'as totalement raison. J'avais pas pris la question sous cet angle-là, mais effectivement, moi, en fait, entre Plastic Odyssey et Expédition Zéro, j'ai déjà transféré un actif qui était savoir créer un narratif et embarquer des gens, des sponsors, des entreprises dans un projet. C'est quelque chose que je peux dupliquer. Je peux faire des formations, je peux faire du coaching. Enfin, il y a plein de choses que je peux faire et notamment, oui, c'est vrai, faire des formations, des choses comme ça. Donc oui, il y a tout ce potentiel-là qui est une sorte comme un peu le patrimoine immatériel, qui est du capital immatériel, mais qui est riche. Mais aujourd'hui, je pensais qu'au début, je pensais plus actif, genre, Oui, une boîte que valoriser, que tu peux voilà. revendre, etc. Oh oui, ça, je suis d'accord. Ouais. Ouais, Ça, c'est souvent le problème des indépendants, hein, d'ailleurs. C'est ouais, général, c'est compliqué de valoriser une activité indépendante aussi lucrative, successful soit-elle, par rapport à créer une PME, une start-up avec une méthodo, je sais pas, des actifs tangibles, genre du code, etc. C'est vrai que ça, moi, c'est une question que je me pose aussi à mon niveau. Hein, comment je fais pour créer un actif à partir de ce que j'ai construit. Je voulais quand même te libérer à l'heure. On arrive à la fin du podcast. Allez, deux dernières questions. Tiens, la question inversée. Pose-moi la question que tu veux. ok. Mais déjà, euh, ouais, non, moi enfin, après, t'as dit que t'avais pas trouvé la solution, mais c'est sûr que comme moi, cet aspect coaching m'intéresse aussi dans mon domaine, cet équilibre, passer du temps derrière l'écran à coacher et passer du temps dehors. Bah, non, mais tu m'as dit que tu n'avais pas la solution. Mais ça, c'est sûr que c'est quelque chose qui m'intéresse, moi, de trouver un peu craquer ce sujet. Parce que c'est aussi pour ça que je m'attache autant à l'aventure. C'est que j'ai besoin de passer du temps dehors. Enfin, moi, c'est Ouais. ma santé mentale. Sinon, elle en pâtit de ouf. Et donc, voilà, je bascule pas non plus trop dans la formation, le coaching et tout, parce que sinon, je sais que je vais complètement me faire aspirer ma partie nature et aventure Ouais. qui est un pilier de bien-être et de santé mentale pour moi. Mais du coup, j'allais te poser la question de comment faire, mais je sais que tu n'as pas forcément trouvé. Est-ce que tu as quand même des pistes? Comment tu vois un peu l'évolution là-dessus? Ouais, comment faire pour régler cette dissonance-là? Franchement, la piste actuelle, c'est être patient aussi. Et là, moi, tout ça, en fait, le fait que je fasse cette activité, moi, hein, l'activité coach en personal branding, donc ça m'amène à de temps en temps faire des formations, mais surtout accompagner des gens sur un format visio. Et donc, c'est pour ça que je fais beaucoup d'écrans et donc passer beaucoup de temps soit en réunion visio, soit en production devant un écran. Ça, c'est lié à une période de ma vie où j'ai décidé de vivre dans la Drôme, de faire construire une maison, de fonder une famille, etc. Et donc, en soi, on peut pas tout avoir en même temps. Et donc, c'est une période de ma vie où l'aventure, il y a une aventure familiale, mais il n'y a pas beaucoup d'aventures dans les montagnes ou extérieures. Ça me fait très envie aussi. Et donc, comme ce choix professionnel, il est lié à un choix d'abord perso de construction qui nécessite un moment que je sois quand même assez figé à un endroit, et ben je l'accepte aussi. J'accepte aussi que c'est une phase qui prenne un Mmh. peu de temps. Voilà. Maintenant, si je reste aussi dans cette phase-là, il y a des pistes quand même. C'est notamment créer, changer le format de mes accompagnements pour créer beaucoup plus de moments immersifs, présentiels. Et donc ça nécessite peut-être effectivement de faire un travail avec des fondateurs, avec des porteurs d'un message, et faire un travail plus profond, avec une dimension où on est dans un lieu sympa. Pourquoi pas imaginer un travail où on est en train de marcher dans la forêt? En tout cas, tout est imaginable pour comment je peux mettre l'expérience au service de la profondeur de réflexion et finalement d'une expérience multisensorielle, peut-être dans un cadre forêt, j'en sais rien. Peut-être c'est juste dans un super spa, je sais pas, mais d'une expérience multisensorielle peut émerger un super travail où on accède à la profondeur de réflexion de la personne et donc on peut faire un super travail de marque en fait. Ça, j'en Mmh. suis convaincu. Ça nécessite de le faire et du coup de définir un modèle, de le tester, de le vendre. Et donc, je suis en train d'y réfléchir, tu vois. Mais ça fait bouger un peu, les curseurs d'un point de vue organisation, d'un point de vue de la vente, d'un point de vue du pricing. Se bouger plein de curseurs, mais c'est ce à quoi je réfléchis activement en ce moment
parce que je pense que mon métier, je peux le faire et je peux même peut-être le faire mieux en le vendant même peut-être plus cher d'ailleurs, avec une expérience qui me fait encore plus kiffer. Donc moi, Hmm. c'est ma vision, mais je l'ai pas encore fait. Donc est-ce que Ok. la solution marche? Je sais pas, mais je pense qu'il y a un monde dans lequel c'est carrément possible et il faut y aller quoi. Donc voilà, je te dirai quand j'ai réussi à le faire. Ok, trop bien. Mais Et voilà. Ouais, pardon. non, non, bah, trop bien. Je te souhaite de réussir cette évolution. Et juste en profite du coup, j'ai une question sur ton hack pour être régulier dans ta production de contenu. C'est quoi le hack, le petit truc qui fait que tu y arrives? Moi, j'ai pas un rythme. Bah, le premier truc, c'est que j'ai abandonné le fait d'avoir un rythme de fou. Donc, frustration parfois de voir des gens qui me doublent, tu sais, de voir des gens qui arrivent, qui sont pas forcément super experts ou en tout cas plus récents que moi et donc qui ont peut-être un peu moins de profondeur d'expertise, mais qui ou pas les mêmes choix de vie et peut-être qu'ils ont 20 ans et qui bossent 15 heures par jour et tant mieux, tu vois, en fait, et qui du coup font 2 posts par jour, par exemple, si on parle des réseaux. Bah forcément, il y a un moment où ces gens-là, s'ils sont un peu bons, ils vont me doubler, quoi. Ils vont créer des plus grosses audiences, donc c'est hyper frustrant d'un côté. Mais donc ça, voilà, déjà j'ai accepté que moi, mon rythme, il est pas énorme. Hein. C'est 2 posts LinkedIn par semaine et si possible, un épisode par semaine de podcast. Sachant qu'il y en a des solos et des interviews, donc voilà, c'est pas non plus que des interviews qui mettent un peu plus de temps à faire. Donc j'ai trouvé le rythme qui me convient. Parfois, il y a des semaines où j'y arrive pas et c'est pas grave. Donc tu vois, pendant les vacances, par exemple, je m'arrête. Hein. Ok. Je pars en vacances, je m'arrête. Ouais, c'est pas grave. Et en fait, j'ai remarqué que toujours quand je reviens, ça marche aussi bien, tu vois. Donc j'ai Hmm. pas d'effet. Enfin, tu vois, c'est des pauses de 2 semaines, 3 semaines. J'ai pas d'effet où ça y est, je suis cancel, tu vois. Donc ça, j'ai Hmm. un peu vaincu cette peur-là. Et ensuite, ben, j'essaie toujours de placer. Moi, ce qui me gêne, c'est pas la création. J'ai assez d'idées pour faire 2 posts par jour pendant 3 ans. Enfin, franchement, j'ai un cimetière à idées. Moi, je peux créer en permanence. J'adore ça. C'est la distribution. C'est être sur les réseaux en mode synchro, devant un écran, à répondre à des commentaires LinkedIn. Je déteste ça. C'est un mauvais moment pour moi à passer. Et donc, j'essaie de caler. Et ça dépend. À un moment, c'était mes posts LinkedIn. Je les faisais à 17h30 parce que je faisais toute ma journée. Et ce truc un peu désagréable, je le faisais à la fin. Ça me pourrissait pas ma journée si c'était un mauvais moment, si le post marchait pas, etc. Là, en ce moment, nouvelle organisation avec ma petite fille et tout. Les 2 posts LinkedIn, ils partent plutôt le matin et c'est un moment très limité avant que je l'amène à la crèche ou au retour de crèche où en fait, j'ai pas le choix et donc ce mauvais moment où je fais un peu des commentaires et tout, bah, où j'ai le stress de ce post, il sort, finalement, il est peut-être nul et tout. En fait, ce moment de distribution et d'activation des réseaux, il est assez faible dans le temps et de plus en plus, je programme mes posts et la réalité, c'est que j'ai juste à me pointer pour commenter et même parfois, je me pointe pas et j'ai remarqué que j'ai des posts qui marchent très bien sans que je me pointe. Alors, je réponds quand même aux commentaires après parce que j'ai pas une audience suffisamment grosse pour dire vas-y, je m'en fous de vous, quoi. Vous avez pris le temps de commenter. Mais en fait, moi, c'est ce moment synchrone qui me gêne. Et Hmm. ça, je l'ai bien identifié. Et donc, mon rêve, et ça, c'est mon taf aussi de fond, c'est d'avoir un podcast et une newsletter suffisamment sympa pour que ces contenus-là me portent et portent mes activités. Et LinkedIn, que je puisse en foutre un peu, parce que c'est le seul truc que j'ai d'un peu synchro. Moi, je suis pas sur Insta, donc je suis pas sur les stories. Et moi, mon rêve, c'est de pouvoir produire et que les trucs sortent et que j'ai pas à être sur les réseaux, en fait. Hmm. Donc, tu vois, moi c'est plus, ça dépend des personnalités, je pense, mais moi, la création régulière n'est pas un problème, c'est la distribution régulière. Ouais. Donc, je programme les posts et j'essaie de me pointer le moins de temps possible sur le réseau parce que je me fais aspirer. Après, je regarde d'autres trucs. Il y a forcément quelqu'un qui fait mieux. En fait, moi, c'est ça qui me saoule. Hmm. C'est le fait de devoir y être. Ouais, mais c'est Euh, mais si c'est programmé, moi, ça me va, tu vois. La, carrément. la, la production, la création et la production me plaît. Si je pouvais geeker juste et pas être sur les réseaux, moi, ça m'irait. Hein. Hmm. Tu vois, là, ça me va. Là, le podcast, il va sortir. Alors oui, je vais faire un post dessus. Mais en vrai, le podcast, quand il sort, les gens l'écoutent. Maintenant, il y a des gens abonnés. En fait, c'est magique, quoi. T'es plus là, t'es plus derrière, quoi. Trop bien. Donc, ouais, pas encore la solution, mais voilà, je pense qu'il y a différents profils de gens. Il y a des gens qui adorent être sur les réseaux, interagir avec les gens. Moi, je préfère interagir avec les gens comme toi, là, alors soit en vrai, soit comme toi dans du temps long et la partie réseau, ne pas être derrière les manettes, quoi. Je pense que Hmm.
truc ultime, mais pour l'instant, je n'ose pas passer le pas. Et je prendrais quelqu'un qui gère en community management mes réseaux. Et là, moi, je suis que sur la partie création et ça me va, tu vois. Mais bon, c'est tellement important pour mon business d'être en contact quand même avec les gens et de sentir ce qui se passe que je suis pas prêt à le lâcher non plus. Ouais, moi j'ai essayé 2-3 fois de déléguer ça, c'est dur. Ouais, et puis surtout, enfin, moi, je sais pas toi, mais moi, le business se joue dans les conversations, un peu dans les messages que je reçois. Donc, il faut être aussi réactif et donc, c'est pour ça que je le délègue pas. C'est qu'il y a un moment où c'est aussi un levier business et donc, faut que je sois là, tu vois. Donc, ouais, j'ai ce petit épine dans le pied de distribution sur LinkedIn, mais globalement, en programmant, moi, ça se passe bien. Moi, ce qui marche, idéalement, c'est pas toujours le cas, mais mes posts de la semaine prochaine, je les aurais fait cette semaine. Souvent, c'est le vendredi. Et mes 2 posts, ils sont programmés, quoi. Ça m'enlève beaucoup de charge mentale. Et oui, je sais que je dois me pointer. Je me mets dans mon agenda, hein, si c'est le mardi matin, le jeudi matin, il y a le post. Enfin, sinon, si je l'oublie, c'est pas bon. Donc, c'est dans mon agenda. Au moins, c'est un truc sérieux. Je dois y être. Puis, et puis voilà. C'est pas la partie la plus fun, la partie distrib, mais ça le fait, quoi. Trop bien. Trop bien. Hyper, Tu programmes, toi? Ouais, Non? ouais, je programme Ok. un peu. Hmm. Ah. Que sur LinkedIn, sur Insta, j'ai pas encore trop testé. Là, j'ai vu qu'il y avait pas mal d'outils pour programmer, mais j'ai fait que du en réel, quoi. Ok. Et Bah, hmm. j'espère avoir répondu à ta question en tout cas. Ouais, mais c'est exactement ça que, enfin, moi, c'est vraiment mon pain point. C'est tout cet aspect un peu plus prod, moi, quand même, la rigueur et la régularité de prod et le suivi du post, faire vivre le post en étant réactif. Enfin, c'est les deux sujets, quoi. Enfin, voilà, et tout l'air de la vie, Ouais. là, quoi. Ouais. Et voilà. Il y a du. Ouais, ça prend du temps de vie, ça prend du temps d'attention, ça crame la dopamine, tu sais, c'est prouvé, hein, les likes, les non-likes, ça te crame tout, en fait. Moi, c'est ça Mm. que je déteste. Je me dis, là, je suis en train, quand je fais un post et de répondre ou de voir que ça se passe bien ou mal, d'ailleurs, là, je suis en train d'épuiser mon réservoir d'un truc qui devrait être, d'une énergie qui devrait être employée à d'autres choses dans la nature, quoi. Et Ouais. c'est ça, et ça, il n'y a pas de solution parce que les réseaux sont faits comme ça, ils hackent notre manière, notre cerveau réagit comme ça à ça. Et donc ça, c'est super dur, je trouve. Ça, c'est malsain pour rejoindre ce que tu disais tout à l'heure. Et donc j'essaie vraiment de le limiter dans le temps en me disant, c'est un truc malsain mais indispensable. Ne crame pas tout ton réservoir, garde-en pour ta fille, garde-en pour aller courir. Et voilà, Mais à part en se limitant dans le temps, je vois pas comment on peut faire. Enfin, je... Ouais, ouais, mais je pense que c'est aussi beaucoup lié à la perception de tout ça. Et moi, au début, je voyais, avec l'excitation et la dopamine, etc., dans les premières années, je voyais comme plafond à ça, je voyais les étoiles en mode, bah attends, mais je vais exploser, c'est génial, machin. Et en fait, ça marche pas sur le temps long, ça épuise de ouf, ça crée des énormes déceptions et frustrations, Ouais. perte de confiance en soi. Et en fait, aujourd'hui, je suis plus apaisé de moins marcher, mais en fait, je préfère mieux marcher enfin, moins mais mieux. C'est-à-dire, je préfère que mes posts fassent moins de reach, mais qui touchent les bonnes personnes. Et en fait, me dire, bah, c'est pas grave. Le but de ton post, c'est pas qu'il buzz, c'est qu'il te génère suffisamment de contacts et d'opportunités pour que tu vives de ton activité et que du coup, bah, ton épanouissement, ton ego, tout ce que tu veux, tu vas le trouver ailleurs. Donc en fait, moi, plus j'avance et plus je le vois comme un canal d'acquisition qui m'amène un volume suffisant plutôt qu'une espèce de truc où il faut absolument que ça Ouais. buzz, que je sois le leader, que je sois le plus vu, que je sois le mec qui était le premier sur le sujet, parce qu'à un moment, j'étais beaucoup aussi sur l'actualité. Et là, j'ai décroché de l'actualité, parce que ça, c'est ultra stressant. Si tu veux être le Ouais. premier sur le sujet, c'est mais un enfer en termes de pression. C'est est-ce que je vais plus vite que les autres? Est-ce que j'analyse mieux que les autres? Est-ce que je poste machin? Et ça, Ouais. dans un temps, quoi. Ça marche que dans un Je, temps. ça, je comprends. Ça, c'est infini. Ça me fait penser à un truc, tu vois. Il y a pas. Moi, j'aime bien faire des analyses en personal branding, mais de trucs, de sujets parfois d'actu ou de. Moi, j'aime bien le cinéma, donc je fais tout le temps des analyses d'acteurs, de petits passages de films, de groupes de musique. Là, j'ai fait une analyse d'un passage du film où c'était mon post de lundi. Il a pas super bien marché d'ailleurs, mais je suis content. C'était le moment où le mec de Queen, Freddie Mercury,
il propose Bohemian Rhapsody et son producteur Ray Foster là, il dit non non mais personne n'écoutera jamais un morceau de 6 minutes mec, c'est mort, on a besoin des radios, le format c'est 3 minutes, c'est mort. Et là j'essaie de tirer ça pour dire bah en fait c'est l'enjeu de tout le monde qui poste sur LinkedIn. Est-ce que je vais faire une soupe que tout le monde sert déjà, surtout avec l'IA, tu vois, et au moins je suis bien dans les clous, ou est-ce que je sers ce que j'ai je mets mon cœur sur la table, tu vois, et sans être un génie comme Freddie Mercury, pour moi c'est l'enjeu, tu vois. Et je fais beaucoup de trucs comme ça. Pour celui-ci, j'étais sûr que personne n'allait le prendre, mais parfois je réagis à l'actu, et notamment j'ai fait comment détruire sa réputation en 3 actes avec Timothée Chalamet. Là, il a fait une belle bourde avant les avant les Césars, avant les Oscars. Et au moment où, et tu vois, je l'avais dedans, et au moment où je veux le poster, bien sûr, il y avait quelqu'un qui l'avait fait, quoi. Donc, j'étais dégoûté. Et là, je me suis dit, putain, en fait, les trucs sur l'actu, c'était pas non plus une grosse actu, hein, mais en fait, il y a forcément quelqu'un qui l'a fait avant toi, et ça, c'est trop chiant, quoi. Et je l'ai hyper mal vécu, parce que j'étais content de mon analyse, et j'ai changé des mots pour pas que ça ressemble au gars que j'avais pas vu, en fait. Juste, bah oui, forcément, il avait eu la même idée. C'était pas une idée de génie, hein, d'analyser, parce que bon, c'était un beau case study de réputation, ce qu'a fait Timothée Chalamet. Donc oui, je me suis dit, bon, en fait, ton idée était pas si ouf si quelqu'un d'autre l'a fait, mais j'étais quand même content du contenu, et j'ai dû modifier mon contenu pour pas qu'il y ait les mêmes mots, pas qu'on dise que j'ai copié l'autre, tu vois. Donc, bref, trop chiant, quoi. Ça, je déteste aussi. Ça, tu l'as bien dit, ça bouffe du capital énergie, quoi, de se dire, est-ce que, ah oui, mince, est-ce que on va juste me prendre pour un follower, un copieur. Moi, il y a beaucoup de sujets des trends et tout, mais en fait, au bout d'un moment, enfin, je trouve qu'il faut une certaine prise de recul au bout d'un moment pour se dire, bah, c'est sûr qu'il y a d'autres gens qui ont pensé à faire cette vidéo et ce hook ou je sais pas quoi. Tant pis si on pense que j'ai copié alors que pas forcément. Tu vois, en fait, tu peux pas être tout le temps le premier, celui qui crée le buzz, qui machin, et en plus même vouloir suivre les trends, être dans les timings. Je pense que les gens qui arrivent à faire ça, ils tiennent 6 mois, mais ils finissent par faire un burn-out comme n'importe qui dans je sais pas quel boulot, mais parce que et en fait, je pense que pour sortir de ça, moi, je pense que c'est bien de se raccrocher à son précaré, se dire, bah, moi, en fait, vraiment, ce qui m'anime et ce qui me plaît, c'est cette expertise-là. C'est là-dedans que j'ai envie un peu d'être bon, et je me sens dans ma zone un peu de passion et d'expertise, et je vais essayer de pas trop en sortir. Je vais pas forcément. En fait, ça, c'est une réflexion un peu dans le temps long et un peu de choix de positionnement qui fait que tu vas moins être sujet à devoir suivre les tendances, l'actualité, devoir être le leader d'opinion forcément. Enfin, je sais pas. En tout cas, pour la Ouais. santé mentale, je pense que c'est la bonne stratégie. Mais bon. Bah, je suis assez d'accord, mais je pense aussi que c'est la seule porte de sortie pour durer. Enfin, là, pour reboucler avec le sujet quand même de ce podcast qui est la réputation. La réputation, c'est un actif intangible, mais qui se construit dans le temps, hein. C'est un actif que l'IA pourra pas construire à notre place. C'est une somme de postes, de relations dans la vie réelle. Voilà, c'est quelque chose qui prend du temps. On peut pas shortcutter, on peut pas prendre un raccourci là-dessus. Et donc, autant travailler cette réputation avec des sujets de fond qui transcendent et les algorithmes et les tendances. Et moi, c'est ce que j'essaie de faire sur le personal branding en disant c'est quoi les sujets de fond, c'est quoi ma perspective et c'est quoi les vrais trucs que je veux défendre. Tu vois, j'ai quelques sujets de fond comme le fait, bah, justement, l'anti-bruit, quoi. Pour moi, une réputation, elle se construit avec des prises de parole de fond, avec une perspective. Et du coup, c'est pas faire plus de bruit que les autres, mais parfois parler moins mais mieux. Voilà, ça fait partie aussi des choses avec lesquelles j'aborde mon sujet. Je l'applique aussi à moi. Et à mon sens, le fait d'avoir très clairement ses sujets de fond et sa perspective permet, quand il y a une bonne actu, de tout de suite la capter, hyper cohérente, d'encore mieux la capter, quoi. Et là, de faire mouche, tu vois. Donc je suis assez, en plus, convaincu que ça peut aider parfois de manière purement opportuniste, c'est-à-dire, ah ben ça, c'est exactement boum, 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 belle illustration. Et ça, voilà, je pense que bizarrement, ne pas vouloir suivre les actus permet de mieux les capter quand on est bien ancré sur ces sur son sujet et ces 2-3 convictions. Mais bon, bah, je vais pas te tenir en otage. Je pourrais parler pendant des heures de tout ça. Juste Ben, merci beaucoup. Comment on te suit pour ceux qui veulent te suivre, te joindre ou travailler avec toi? Comment ils font? Je mettrai les liens dans les notes de l'épisode. Carrément. Alors, bah, c'est
Du coup, sur les réseaux sur lesquels je suis présent, il y a Instagram avec le compte Ben Expédition 0, donc BEN-du-bas Expédition-du-bas 0. Sur Facebook, c'est Expédition 0 tout court. Et sur LinkedIn, c'est Benjamin Demolien, DE plus loin MO2LIENS. Et après, j'ai un email benjamin@expédition0 tout en lettres.fr. Et enfin, j'ai un site internet depuis peu qui s'appelle benexpédition0.com, et je vais pour finir sortir une newsletter sous ce nom aussi de Ben Expédition 0. Voilà. Ok, mais alors je vais mettre tous les liens. À part celui de la newsletter, il n'est pas encore sorti, c'est ça? Ouais, le premier numéro sort là bientôt, dans les semaines. J'imagine que tu en parleras sur tes réseaux en plus. Ok. Bon, bah, chouette. Je vais mettre tout ça dans les notes. Merci à celles et ceux qui sont encore là et j'espère que vous avez apprécié la conversation. N'hésitez pas à, comme là on est que tous les deux et que ensuite c'est rarement possible d'ailleurs sur les plateformes de podcast, à nous faire un petit retour. Moi je réponds sur LinkedIn en tout cas. Je sais pas Ben sur quoi tu réponds, mais petit retour, ça fait toujours plaisir moi de recevoir des petits feedbacks en messagerie LinkedIn, savoir ce que vous avez aimé, moins aimé. Ça fait toujours plaisir et Ben, merci infiniment pour les réponses hyper sincères et hyper détaillées sur les chiffres, les hauts, les bas. C'était top. Ben, merci de m'avoir accordé ce temps-là. C'est un angle que j'aime beaucoup d'ailleurs, et que je pense qui est passionnant. Donc bah voilà, moi aussi je réponds avec plaisir sur LinkedIn ou sur Instagram, ou voilà, ou par mail, où vous voulez. Et je vais aller écouter de ce pas d'autres épisodes de ce podcast. Voilà, merci beaucoup. Merci beaucoup Ben. Ouais, Salut. salut.